c'est pas mal d'auteurs de la jeune génération, d'ailleurs tous des auteurs de la jeune génération qui ont repris chacun leur vision de Spirou, et dans la série principale, et enfin, on a noté notamment les versions avec Morvan, avec Mouniera, avec aussi Émile Bravo. Émile Bravo qui revenait à l'origine, lui. C'est quand même plus facile de faire dessiner des dessinateurs vivants que des dessinateurs morts. C'est une excellente remarque. Donc, voilà. Il y a bien un Franquin mort qui a essayé de sortir en BD, mais ça n'a pas marché, ça a dû être retiré de la vente. Donc je crois que ça explique déjà une des raisons pour lesquelles Non, puis il y a un gros avantage avec Spirou, c'est que c'est le premier personnage qui appartenait à un éditeur et pas à un auteur en Europe. Donc il est passé de main en main depuis des décennies. Donc c'était une habitude de voir le Spirou dessiné par d'autres personnes, ça changeait de style, etc. Donc après, quand ils ont fait leur collection, où on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait dans un seul album, c'était tout à fait logique. Quand on voit maintenant le Lucky Luke ou Black et Mortimer qui sont repris, c'est pas du tout le même système, c'est vraiment le faire à l'ancienne, d'une manière figée dans le temps. Ça veut pas dire que c'est mauvais quand je dis figé dans le temps, c'est juste on le fait comme si c'était Jacobs qui l'avait fait, ou Maurice et Goscinny. Quelle ligne éditoriale on doit suivre une fois que vous avez le projet en main, que Fabrice, c'est OK, finalement, sans t'apercevoir, t'es rentré dans Spirou. Il y a des petites contraintes quand même quand on propose quelque chose comme ça. Il faut, moi qui travaille vraiment à l'improvisation, il fallait que je fasse un gros résumé de façon à convaincre l'éditeur sur qu'est-ce qui allait se passer dans le bouquin. Moi, je préfère généralement avancer case à case, page à page. Donc ça, c'est un truc. Après, il nous donne une liste des contraintes assez simple, genre n'utilisez pas du tout tous les personnages qui appartiennent à Marsuprod. Donc c'est pas très compliqué en soi de ne pas mettre Gaston ou le Marsupilami. De temps en temps on dit ah, et là le Marsupilami arrive et ah non ah con. Je commence à le dessiner tout ça. Non mince. Ça m'est arrivé plein de fois dans l'album. Non. Et donc, lorsque vous aviez, on va appeler ça le cahier des charges en main, vous êtes orienté, visiblement, pour ceux qui l'ont lu, c'est évident, vers l'origine du personnage, vers les années 40, quoi. Non, pas du tout. L'origine, c'est Émile qui l'a fait au moment où il devient Groom. Nous, on l'a fait début des années 60. Ah, on est dans les années 60, là, déjà. Ouais. Autant pour moi. Donc, autant pour toi. Oui, moi j'ai envie de retrouver un petit peu la verve et la fraîcheur qu'avait Franquin au niveau de la narration, c'est-à-dire faire un truc un peu pétillant, sautillant, de l'aventure, des gags. Ça m'intéressait, donc j'ai fait ça, mais à ma façon aussi, parce que j'aime bien tordre aussi les récits, les histoires. Et Fabrice, lui, il a dû avoir le gros du boulot à essayer de trouver une manière de dessiner. Parce que c'est pas facile de se mettre dans le moule. Oui, t'as fait un style. Alors, moi, je me suis dit, tiens, c'est un chouïa pop art, en fait. Il y a un côté vintage, puis il y a un côté moderne en même temps. En fait, j'ai mélangé plusieurs choses. C'est-à-dire que je voulais faire un 62 pages, 4 strips. En tout, il y a 703 images. Et je me suis dit, tiens, ça doit être marrant de faire une fois dans sa vie un bouquin comme un album de Tintin. Un truc qui est comme ça, sur des rails, et puis on lit une longue histoire, et on est dans sa baignoire, on est en train de lire le livre, etc. Il faut lire le livre dans sa baignoire. Voilà, parce que s'il y a un bateau, c'est bien, avec un ballon rond, c'est bien. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le dans la baignoire. Voilà, donc je me suis dit, tiens, ça doit être marrant de faire une aventure comme ça. Alors j'ai commencé à regarder un peu du côté de Tintin. Puis je me suis dit, tiens, c'est bien, parce que si j'arrive à mixer la façon de faire très clean d'Hergé avec la façon de dessiner cadrée avec les pieds de Franquin, il y a moyen de générer des choses. Puis après, comme Lewis voulait quelque chose de très 60s, je me suis dit, je vais pas aller fouiller dans les années 60 de par chez nous, mais je vais aller fouiller du côté des années 60, mais plus américaines. Franquin était très axé sur le design. Il était très moderne dans ses formes, dans ses objets, les vêtements, le mobilier, etc. Alors que Hergé, lui, il ne l'était pas du tout. Et c'est un petit peu ce qu'a voulu retrouver Fabrice dans l'album. Disons que oui, Franquin faisait ça, c'est-à-dire qu'il avait par exemple une chaise style italien des années 50-60 et il la dessinait, sa chaise, et il la mettait dans Modeste et Pompon, dans Spirou. Ce qui fait que tous les meubles
peut y avoir dans ces bouquins, ils ont une vérité, ils existent, quoi. Ils partaient de ça. Hergé, je sais pas comment il faisait, mais à mon avis, il dessinait pas les voitures et les meubles, c'était les autres qui se les tapaient pour lui, quoi. Lui, il racontait son histoire, et je pense que c'était ses assistants qui faisaient plutôt ce travail. Donc tu as suivi la voie de Franquin? Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant ce côté design, et quand j'étais gamin, moi j'aimais bien Spirou pour ça, c'est qu'il y avait des designs de machines volantes de Zorglub, il y avait des espèces de bases secrètes de Zorglub qui étaient architecture internationale, des choses comme ça. Et il y avait quasiment que dans les albums de Franquin, on trouvait ça, quoi. Alors, le pitch, puisque tout à l'heure tu m'as proposé ce terme pour résumer, enfin pour avancer dans cette aventure sans en dire trop. Bah déjà, Spirou, il est groom, c'est son métier. Bon. Il est groom, c'est une info. Bah non, mais depuis plus de 50 ans, dans les aventures principales, il n'était pas spécialement groom. Ah, mais c'est pour ça que j'ai raté l'époque, parce que je me rappelle plus à quel moment il a arrêté d'être groom en fait. Il a arrêté très très vite d'être groom, je crois que vers 40. Les années 40. Mais justement, dans les années 60, il était plus groom. Non, il était déjà plus groom chez Franquin. D'accord. Donc un des intérêts principaux à mon avis pour Spirou, pour le différencier de Tintin, outre le fait qu'il soit roux et qu'il ait un écureuil à la place d'un chien. Mais Tintin, il est un peu roux aussi. Il blond est vénitien. blond, il est roux et il est châtain, ça dépend des albums. Ça change. Il se fait des teintures. Voilà. Et il se fait des Tintins à rayures. Ah, on avait dit celle-là. Non. Non. Et donc le vrai, parce que bon, il défend la veuve et l'orphelin, il est un peu bagarreur, il a un bon cœur, donc c'est un peu comme Tintin. La vraie différence, c'est qu'il est groom, donc il faut faire en sorte qu'il soit groom. On a décidé qu'il reprenne son métier d'origine, avant même de savoir que Émile Bravo et Schwartz allaient le remettre en groom, mais ça nous semblait tout à fait logique en fait. Donc il est groom, il est muté sur un bateau, et le bateau va pas faire naufrage, mais va se retrouver coincé dans une espèce de bulle de protection qui va s'enfoncer au fond des abysses. Et c'est un peu la merde, parce qu'il y a 1500 riches qui ont payé pour une croisière et qui vont avoir faim très vite et qui ne vont pas vouloir se cantonner au rôle de celui qui écoute et qui obéit. Donc de l'aventure, de la science aussi. Et de la friction. Et de la friction. Et une certaine satire sociale. Je suis désolé d'employer ce terme. Un petit peu de satire sociale, oui. Non, mais le but, c'était d'arriver à faire quelque chose qui soit quand même drôle, amusant. Et puis après, comme je suis seulement tordu et avec des failles intérieures, il y a forcément du psychologique qui arrive derrière, de l'inconscient. Tu as eu le sentiment d'avoir été au bout de ton Spirou ? Je parle en tant que scénariste. De celui-ci, oui. Je suis prêt à en faire d'autres si j'ai des bonnes idées.